Théâtre, peinture, cinéma, littérature, mais aussi photographie, le meilleur de la création artistique ukrainienne se donne rendez-vous à Paris jusqu'au 20 novembre à l'occasion du festival Un week-end à l'Est. Parmi les personnalités invitées, l'auteur de la fable à succès, le pingouin Andreï Kourkov, dont l'œuvre, publiée en France aux éditions Liana Levy, est aujourd'hui traduite en 36 langues. Bonsoir Andreï Kourkov. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain ukrainien de langue russe. On va bien entendu parler de ce festival, de la scène artistique ukrainienne. Vous allez nous en donner quelques couleurs, quelques notions. On va d'abord commencer par l'actualité. 1917-2017, c'est le 100e anniversaire de la révolution bolchevique. Vous êtes né à l'époque dans ce qu'on appelait l'Union soviétique. Cet événement, ce centenaire, il est plutôt célébré discrètement, sans faste, par la Russie. Que représente pour vous cette page de l'histoire ? Oui, c'est l'histoire et j'espère que cette histoire ne se répète pas. C'est drôle parce que je pensais toujours que la Russie va fêter cet anniversaire en format gigantique, ouais. Mais ça n'est... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais en fait, à Sébastopol, dans la Crimée annexée par la Russie, il y avait des démonstrations comme dans le temps soviétique. Il y a des vidéos sur YouTube et c'est incroyable parce que c'est comme le voyage dans le passé. En Ukraine, c'était ignoré parce que pour l'Ukraine d'aujourd'hui, c'est une page très triste dans l'histoire d'Ukraine et bien sûr et après la révolution c'était le début de la guerre civile en Ukraine qui durait 4 ans jusqu'à 1921 et beaucoup des Ukrainiens étaient tués dans cette guerre et après il y avait des déportations des Ukrainiens en Sibérie et tout ça. Ouais. Pourquoi à votre avis le président russe Vladimir Poutine ne met pas l'accent sur ces célébrations ? Je crois peut-être il a peur ou il avait peur quand il décidait ne fêter pas l'anniversaire que les Russes qui sont aussi agressifs et adorent jusqu'à aujourd'hui la révolution ou les révolutions, qu'ils penseront qu'on peut organiser encore une autre révolution contre les oligarques d'aujourd'hui. Ouais. Se soulever à nouveau comme il y a 100 ans. Pour pas avoir des troublements dans la Russie stable comme aujourd'hui, bien contrôlée par le Kremlin. Alors le festival Un week-end à l'Est consacré cette année à Kiev, c'est la ville de votre enfance. Quel est votre rapport, Andreï Kourkov, à la capitale actuelle de l'Ukraine ? Oui, c'est ma maison. Je suis né, bien sûr, pas loin. Aussi loin, je suis né à Leningrad, mais à l'âge de 2 ans, ma famille s'est déménagée à Kiev et installée au début près de Kiev dans un petit comme banlieue aristocratique pour chevaliers avec beaucoup de pensions, des sanatoriums, des hôpitaux. Et petit à petit, on s'est déménagé et maintenant, ma famille, avec 3 enfants, ma femme, nous habitons dans le cœur de la ville. Et pour moi, c'est la ville la plus belle, et la plus intéressante, la plus dynamique dans le monde. Et il y a notamment cette fameuse place Maïdan. C'est là que tout a commencé il y a 4 ans. Un soulèvement, une soif de démocratie, une volonté de s'ancrer plutôt d'une partie de la population vers l'Europe plutôt que vers la Russie. Ça a duré de novembre 2013 à février 2014, 3 mois. 4 ans plus tard, on a le sentiment que c'est un échec qui a en tout cas un goût d'inachevé. Est-ce que c'est votre sentiment ? Il y a beaucoup de changements. C'est un autre pays maintenant. Pas seulement à cause du Maïdan, mais c'est à cause aussi de la guerre à Donbass. La partie est de l'Ukraine. Oui, à cause de l'annexion de la Crimée et à cause peut-être des mouvements beaucoup plus forts pro-européens. Et on peut dire qu'il y a 2 Ukraines, mais c'est pas les... Ukraine pro-russe et Ukraine pro-européenne. Ça, c'est une caricature. Oui, c'est l'Ukraine âgée, un peu post-soviétique, avec des gens qui ont peur des changements, et ils ont peur aussi de la vie d'aujourd'hui, et la jeunesse qui a oublié complètement la vie soviétique ou ne veut pas savoir. Et comme ça, c'est très intéressant parce que je regrette que les jeunes ne savent pas les détails des vies soviétiques dans les années 80, par exemple. Mais c'est la jeunesse européenne plutôt, c'est l'Ukraine européenne. Comment expliquez-vous que cette révolution, au fond, elle n'ait pas forcément mis fin, d'une part, à la misère d'une partie de la population, mais en tous les cas, à la corruption, notamment, qui alimente aussi l'injustice sociale ? Oui, corruption et
devenue très transparente. On peut dire que maintenant, chacun accepte, oui, c'est le pays corrompu, et beaucoup de gens n'acceptent pas cette réalité, ils sont prêts de combattre. Mais bien sûr, on attend beaucoup plus des combats contre corruption des côtés des gouvernements. Et chez nous, chaque jour, il y a des nouvelles à propos de nouveaux corrompus être détenus, mais il n'y a pas de résultats judiciaires, il n'y a pas beaucoup de victoires au moment. Alors le président actuel, c'est Petro Poroshenko. À l'époque, c'était Viktor Yanukovych qui est bien entendu parti depuis. Vous avez évoqué le Donbass. Pour que l'on comprenne bien, c'est la partie est de l'Ukraine dans laquelle s'affrontent depuis des années maintenant des rebelles dits pro-russes et des forces gouvernementales et les forces loyales au pouvoir central, celui de Kiev. On va regarder quelques images en fait de ce qu'on appelle le secteur droit, pas forcément très actif à Kiev, la capitale, mais très actif dans cette partie du Donbass. Il critique la gestion de ce conflit par le gouvernement de Kiev. On regarde. C'est un récit signé de Linda Zerouk. Il continue de s'entraîner dans des champs déserts. Mais le moral de ces ultranationalistes est au plus bas. Entre frustration et désillusion. Les autorités de Kiev ne les intègrent pas, mais les tolèrent parce qu'ils se battent dans des zones dangereuses aux côtés de l'armée ukrainienne. Les autorités n'aident pas les bataillons de volontaires. Elles pensent que nous sommes dangereux. Un parti en pleine déchéance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a défié le pouvoir en place à plusieurs reprises et engagé des attaques massives dans la région séparatiste du Donbass. En 2015, le parti a même rejeté le cessez-le-feu négocié à la suite des accords de Minsk entre la chancelière allemande Angela Merkel et l'ex-président français François Hollande, conduisant au statu quo. Quand tout se passe comme ici, on dirait qu'il n'y a pas de guerre. Personne ne parle de victoire, personne ne fait rien pour ça. Mais les gens meurent encore. Pour certains politiques, ce gel du conflit qui a déjà fait plus de 10 000 morts profite au gouvernement corrompu par les oligarques. Les gens sont animés de sentiments patriotiques. Et face à des gouvernements corrompus, ces nationalistes dirigent leurs sentiments contre l'ennemi. À la fin, la situation pourrait devenir incontrôlable. Cependant, le gouvernement s'imagine que cela n'arrivera pas si vite, que la guerre continuera jusqu'au prochain mandat. Et cela leur convient. D'ailleurs, cette ancienne pilote de l'armée ukrainienne, qui avait été emprisonnée par la Russie et libérée en mai 2016, envisage de se présenter aux prochaines élections prévues en 2019. Une réaction, Andrei Kourkov? Oui, c'est vrai, le secteur droite est disparu des vies publiques après le chef ancien Dmytro Yarosh quittait l'organisation. Ils sont présents à Donbass, mais ils ne sont pas présents dans la politique d'Ukraine, ne sont pas présents à Kiev. Et en fait, les nationalistes, au moment, ne jouaient pas beaucoup un grand rôle dans le Parlement. Ils n'étaient pas capables, pendant les élections dernières parlementaires, d'entrer le Parlement. Alors on va maintenant parler, Andrei Kourkov, de ce festival dédié à la scène artistique ukrainienne, théâtre, peinture, cinéma, littérature, photographie. Vous êtes le parrain de ce festival qui s'appelle Un week-end à l'Est. C'est vrai qu'avec toute cette actualité qu'on aborde, le centenaire de la révolution russe, ce conflit aussi, on a le sentiment qu'il y a une image quelque peu négative, anxiogène qui colle au pays de l'Est. Est-ce que le monde de la culture peut nous donner à voir une autre Ukraine? Bien sûr. En fait, l'Ukraine était presque jamais présentée en Europe par la culture, par les gens de la culture. Ouais. Et c'est toujours les pays comme la France, l'Autriche, invités à chercher les Ukrainiens des beaux-arts, de littérature pour venir et expliquer la situation. Et maintenant, bien sûr, parce que la situation était révolutionnaire, la vie culturelle pendant les révolutions, pendant le Maïdan, était devenue beaucoup plus importante. Et comme ça a porté la scène artistique. Oui, c'est ça. Et nous avons une comment dire, résurrection ou une résurrection. Pas résurrection, mais à nouveau, on a le cinéma ukrainien. Le gouvernement enfin donne beaucoup d'argent pour la production des films ukrainiens. Et la littérature ukrainienne était devenue beaucoup plus politisée qu'auparavant, parce qu'auparavant, c'était la littérature plutôt entertainment pour les jeunes, pour les étudiants. Maintenant, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes politiques dans la littérature, et il y a la vie d'aujourd'hui comme dans le miroir, montré dans la littérature. Il y a des débats philosophiques. On va avoir le débat à propos
le pouvoir d'expression, la liberté de presse, en débattant le cas d'Oleg Sentsov avec Michel Yelchaninov du journal Philosophie, Vladimir Yermolenko, un philosophe ukrainien et des autres. Et je précise aussi que vous animerez le 19 novembre à la librairie polonaise à Paris, un très bel établissement culturel, une discussion qui a pour titre « Quand l'absurde devient la norme ». On sait que beaucoup de vos personnages souvent frisent l'absurde et notre monde lui-même le frise sans doute. Merci beaucoup à vous Andreï Kourkov d'être venu sur notre plateau.